Bienvenue au 19h45 de Tchad Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposant politique Dr Hassan Barkay Alachi, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, est rentré d'exil ce jeudi 14 novembre après plusieurs années hors du pays. Un retour rendu possible grâce à la signature d'un accord de paix à Kinshasa. Près de 2 millions de décès directs par an sont dus au diabète, selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons parler de cette maladie silencieuse dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus. L'homme politique Dr Hassan Barkay Alachi, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, a regagné N'Djamena cet après-midi après 10 ans d'exil en France. Son retour intervient suite à la signature d'un accord à Kinshasa avec le pouvoir de N'Djamena. Il a été accueilli à l'aéroport par ses proches et plusieurs participants. Le film de Yves Dangourbé et Aliou Thiam. Il foule à nouveau les sols de l'aéroport international Hassan Diamous après des années d'exil. Dr Hassan Barkay Alachi, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, est de retour au Bercail au lendemain de la signature d'un accord de paix à Kinshasa entre lui et le gouvernement tchadien. L'opposant politique justifie son retour. Après les élections qui ont consacré le rétablissement de l'ordre constitutionnel à travers l'accompagnement de la CAC. Vous vous souviendrez, au mois de mai, le président Mamadou Idriss Déby Itno a été réélu dès le premier tour. La transition tend vers la fin et nous avons jugé utile de rejoindre ce processus, de rentrer et d'apporter notre modeste contribution. La mission dépêchée à Kinshasa pour négocier ce retour a été rapide et facilitée par le président congolais, Félix Tshisekedi, selon le ministre Aziz Mamad Saleh. Pour lancer une fois de plus un appel au nom du gouvernement de la République du Tchad, au nom du chef de l'État, le général Mamadou Idriss Déby Itno, pour que les Tchadiens, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient actuellement, quel que soit leur statut, à rentrer pour pouvoir ensemble refonder notre pays. Dr Hassan Barkay Alachi vient s'ajouter à la longue liste des opposants en exil qui ont régaillé le pays. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec ses partenaires et le gouvernement, a procédé aujourd'hui au lancement de l'opération de transfert monétaire dans le cadre du projet renforcement de la résilience des ménages exposés au risque d'inondation fluviale à N'Djamena dans le 7e et 9e arrondissement. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Habiba Anguini. Cette initiative de la FAO apporte un soutien direct aux ménages les plus touchés par les inondations. Pendant 10 jours, 5000 personnes ont contribué à la construction des digues pour renforcer leur protection, recevant chacune 30 000 francs CFA en compensation. Les bénéficiaires se disent soulagés par cette aide. Je suis vraiment joyeux de ce travail. Et on a travaillé, mais quand même, ce n'est pas le travail qui doit mériter ces choses-là, mais quand même, on est vraiment joyeux. On a reçu l'argent et cet argent va nous permettre d'inscrire nos enfants à l'école, de leur payer la nourriture. Et vraiment, nous sommes vraiment contents. Je suis vraiment très heureuse. Selon le représentant de la FAO, ce fonds améliore les conditions de vie des ménages affectés par les inondations. Ces fonds qui seront distribués aux ménages bénéficiaires du projet contribueront, je l'espère, à améliorer les conditions de vie de ces ménages, à assurer leurs besoins alimentaires et la reprise des activités soutenant leurs moyens d'existence. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale a réaffirmé le soutien du gouvernement aux ménages touchés. Je voudrais vous assurer que malgré les difficultés, vous n'êtes pas le seul. Ce soutien financier est une première étape pour vous aider à reconstruire vos vies, mais aussi un signal fort que le gouvernement du Tchad, avec l'appui de ses partenaires, sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans le renforcement de votre résilience face aux défis futurs. En 2022, les inondations avaient causé de nombreuses victimes et cette année, la montée des eaux continue de provoquer des déplacements.
Ce 14 novembre, comme chaque année, est commémorée la journée mondiale du diabète, une maladie chronique qui tue des milliers de personnes à travers le monde. À cette occasion, notre équipe s'est rendue chez une victime de cette maladie. Son histoire est racontée par Guémé Moussa Bonaventure et Aimé Dolinasso. Cela fait maintenant 10 ans, jour pour jour, que Joseph, 54 ans, vit avec cette maladie, le diabète. À chaque instant, il est contraint de surveiller sa glycémie. Un écart et sa vie pourrait basculer. Ce diabète le fait souffrir au prix même de son orteil et Joseph pense l'avoir hérité de ses parents. Aujourd'hui, il s'adapte pour survivre. Ce que tu vas beaucoup manger, c'est les aliments, les fruits et les légumes et des trucs comme ça que on m'a conseillé de beaucoup utiliser. Mais pas le thé et sucreries, tout ce qui est sucré seulement là, on m'a interdit. Peut-être des sucres naturels. Voilà, mais sinon, ce qui est fabriqué là, c'est interdit. Il existe plusieurs types de diabète, dont le type D est le plus courant. Ce type est souvent lié à des facteurs de risque tels que l'obésité, le manque d'activité physique et des antécédents familiaux, comme l'explique cet expert. Il y a des patients qui prennent chaque jour le maltine avant de dormir. Tout ce genre de pratiques, c'est à bannir. Deuxième de chose, il faut avoir une activité physique régulière. Ça, c'est très important. Une activité physique régulière. Troisième de chose, il faut à chaque apparition d'un signe similaire au diabète, polyurie, polydipsie, c'est-à-dire le malade fait beaucoup d'urine, il boit beaucoup, il a une plaie ou bien il a une vision floue, ça commence à s'inquiéter, il sera préjudiciable de voir un médecin. Des millions de personnes à travers le monde sont touchées par cette pathologie. Ici au Tchad, le taux de mortalité lié à cette maladie est de 12%. Cette information en bref, le lycée-collège évangélique de N'Djamena a célébré ce jeudi 14 novembre son 60e anniversaire dans ses locaux du 6e arrondissement sous le thème « L'excellence pour le Tchad et les extrémités de la terre ». La cérémonie marquant cette 60e bougie a été présidée par le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Remadi Nangodial, en présence des anciens élèves et de plusieurs hauts cadres formés par l'établissement. Cet anniversaire a été l'occasion de célébrer les exploits de cet établissement et de rappeler son apport dans le système éducatif tchadien depuis plus de 60 ans. À présent, retrouvons Hassan Mortim Leila pour l'actualité en bref. Donc l'actualité en bref ce jeudi, le président de la Guinée équatoriale Obiang Mbasogo a reçu à Malabo l'ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abass Mahamatoli. Ce dernier, récemment désigné candidat de la région Afrique centrale à la présidence de la Banque africaine de développement lors du sommet de la CEAC, a entamé sa campagne de candidature. Au cours de l'audience, le président équato-guinéen, également président en exercice de la CEAC, a fourni des orientations stratégiques pour renforcer les chances de succès de la campagne de Abass Mahamatoli. Le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, Abdoulaye Mbodoumbami, à la tête d'une forte délégation, a séjourné à Tripoli en Libye du 10 au 13 novembre dans le cadre de la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la mobilité de la main-d'œuvre avec le ministre libyen du Travail et de la Formation, Ali Al-Abed Al-Reda. À la suite de la signature du mémorandum d'entente, les deux personnalités ont souligné que l'objectif de cet accord est de promouvoir la circulation légale de la main-d'œuvre entre les deux pays. Ce 14 novembre, l'Association nationale des professionnels et directeurs des ressources humaines du Tchad a lancé la première édition de la conférence internationale des ressources humaines à N'Djamena, placée sous le thème « Impact de l'intelligence artificielle en entreprise et stratégie des ressources humaines ». Cette conférence ambitionne de stimuler un dialogue mondial sur les défis que pose l'intelligence artificielle et ses répercussions sur le développement du capital humain et le respect des droits humains.
Et pour finir, le corps sans vie d'une jeune fille âgée d'une vingtaine d'années a été découvert dans un puits au quartier Belaba, dans le premier arrondissement de la commune de Moundou. Alertés, les autorités et les éléments de service funèbre de la mairie de Moundou sont descendus sur le lieu pour évacuer le corps du puits d'une profondeur d'environ 6 mètres. Aucune trace de sévices corporels n'est visible sur la victime. La victime n'a aucun papier d'identité sur elle, selon le commandant de la brigade territoriale de la ville de Moundou, Bagargué Joseph. Le corps serait dans le puits depuis le week-end et c'est ce mardi que les habitants du quartier l'ont découvert. Le commandant estime que le crime serait commis ailleurs, puis le cadavre amené pour être jeté dans le puits. Le corps étant en état de décomposition a été enterré sur le champ. Le rêve d'une qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations s'est arrêté hier pour les Tchadiens. Les Sao, l'équipe nationale de football, ont été tenus en échec lors de la 5e journée des éliminatoires face à la Sierra Leone. Pourtant, une victoire était impérative. Cette élimination laisse un goût amer pour les supporters des Sao. Reportage de Gabi Daniel Boyom Krios et Alatarom Gislaine. Le rêve d'une CAN s'éteint. Condamnés à une victoire, les Sao ont été tenus en échec par la Sierra Leone. Un but partout, un résultat insuffisant qui élimine directement le Tchad de la course à une qualification historique pour la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce supporter des Sao, la désillusion est grande. Nous sommes déçus par cette élimination et nous ne sommes pas surpris. Pourquoi nous ne sommes pas surpris? Parce que toutes les conditions étaient réunies pour que cette équipe ne parte pas très loin. Et pour cette non-qualification, ce technicien situe les responsabilités. Nous, les entraîneurs au niveau des clubs, le sélectionneur, la fédération, le ministère, nous avons tous cette part de responsabilité et tout le peuple tchadien. Parce que chacun a campé un peu dans son camp, vu, c'est pas moi, les tempéraments que nous avons chacun campé dans son camp en regardant nos intérêts personnels que l'intérêt national. Dernier du groupe avec 3 points, les Sao joueront leur dernier match sans enjeu contre la Côte d'Ivoire. Peut-être une victoire pour mettre fin à une série de 3 nuls et 2 défaites. Là aussi, il va falloir marquer. C'est tout pour ce rendez-vous d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous.